C'était la veille d'un long week-end. Ces 4 jours que tout le monde aime passer en famille, se reposer, oublier les problèmes. Et j'étais là, ma valise prête, ma chemise repassée, mon béret sur les genoux. J'avais même rangé mes médicaments pour la tension dans ma trousse de toilette. Mais juste au moment de partir, les valises déjà près de la porte, mon fils m'a regardé droit dans les yeux et a dit, avec ce visage sérieux que je n'oublierai jamais, « On a voté, tu ne viens plus avec nous. La place des vieux, c'est à la maison devant la télé. » Leurs rires ont résonné dans le salon, comme si c'était normal de parler ainsi à son propre père. J'ai simplement hoché la tête, sans rien dire. Mais à ce moment précis, sans qu'ils le sachent, mon histoire avec eux changeait pour toujours. Parce qu'à l'aéroport, ils allaient découvrir une petite surprise que je leur avais laissée. Et croyez-moi, tout le monde est revenu à la maison en pleurant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marcel. Je suis né dans un petit village de Normandie, fils d'agriculteur, mais j'ai décidé de prendre une autre direction dès mon jeune âge. À 18 ans, j'ai obtenu mon permis de camionneur, et depuis, c'était la route, la pluie, la poussière, les nids de poules, les nuits à conduire ici et là. Le transport de marchandises était ma vie. Ce n'était pas glamour, c'était vraiment difficile. Dormir dans des aires d'autoroute, manger dans des relais routiers, mais c'était honnête. Et tout ce que je gagnais, je le mettais dans ma maison. J'ai acheté ma première maison comme ça, j'ai payé l'école de mon fils comme ça. Je lui ai toujours dit, « Fiston, je veux que tu étudies pour ne pas avoir à traverser ce que je traverse. » C'est peut-être là que j'ai fait mon erreur. Avant de continuer cette histoire, je voudrais remercier la chaîne Les Conseils de Papy de me permettre de raconter mon histoire. Et je vous demande, à vous qui écoutez maintenant, si cette histoire touche votre cœur, si elle vous fait penser à quelqu'un, abonnez-vous à la chaîne, commentez pour nous dire de quelle ville vous nous écoutez et partagez avec un membre de votre famille. Chaque jour, il y a une nouvelle histoire ici. Ce matin-là, je me suis réveillé avant tout le monde. C'était déjà une habitude. Long week-end ou pas, mon horloge biologique n'en avait rien à faire. Je me suis levé, j'ai préparé mon café, j'ai mis ma chemise bleu clair, celle que je gardais toujours pour les occasions spéciales. J'ai mis du parfum, j'ai arrangé mes cheveux qui, même blancs, j'aime garder bien coiffés, et je suis resté là dans le salon, assis sur le canapé, observant leur agitation. Mon fils allant et venant avec les valises, sa femme au téléphone, organisant l'hôtel, le transfert de l'aéroport, et les enfants, mes petits-enfants, jouant avec leurs sacs à dos, riant fort, plein d'énergie. C'est alors qu'il s'est arrêté juste devant moi, avec cette expression qui n'avait plus ni patience ni affection, et a dit « Papa, on en a discuté, on a voté, tu ne viens plus, c'est mieux pour toi de rester à la maison et regarder la télé. » Je suis resté silencieux. Je n'ai pas contesté, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas demandé d'explication. Je l'ai juste regardé, j'ai ajusté mon béret sur ma tête et j'ai dit « D'accord, fils, d'accord ». Ils sont partis avec les valises et je suis resté seul dans le salon, regardant dans le vide. Mais à cet instant, un souvenir m'est venu à l'esprit, quelque chose que Dieu a peut-être placé là pour me rappeler que j'avais encore de la valeur. Une enveloppe jaune, gardée dans l'armoire parmi mes vieux documents. Je l'ai prise, je l'ai mise dans mon sac en cuir, celui qui m'accompagnait à l'époque où j'étais routier, et j'ai décidé de sortir aussi. Pendant qu'il se dirigeait en voiture vers l'aéroport, j'ai pris un taxi. Mais la destination n'était pas la même. Je savais exactement où aller. J'avais tout planifié, car dans ce sac, dans cette enveloppe, il y avait quelque chose qu'il n'imaginait même pas, quelque chose qui allait tout changer. Pendant que le taxi avançait lentement dans les rues déjà animées en raison du week-end, je regardais par la fenêtre, tenant fermement mon sac en cuir sur mes genoux. Ce n'était pas le genre de choses que je faisais souvent, sortir de la maison sans dire où j'allais. Mais ce jour-là, à ce moment précis, je sentais que je devais le faire pour moi-même. C'était comme si, après tant d'années à toujours mettre les autres en premier, mon tour était finalement venu. Mon cœur battait plus vite, non pas de peur, mais d'une certaine anxiété différente mêlée à une pointe de tristesse. Je n'étais pas en colère contre mon fils, non.
la colère passe. Mais ce qui reste, c'est cette douleur d'être traité comme si on ne valait plus rien. Comme si, après un certain temps, notre histoire, nos sacrifices, cessaient simplement d'avoir de l'importance. Le chauffeur était un jeune homme. Il devait avoir une trentaine d'années tout au plus. Il n'a presque pas parlé, m'a juste demandé l'adresse et a suivi le GPS. Et moi, silencieux, pensant à tout, pensant à quand les choses avaient tellement changé parce que, voyez-vous, il y a eu une époque où mon fils était collé à moi. Je l'emmenais dans la cabine du camion. Il jouait avec les vitesses, pensant qu'il conduisait vraiment. Il me demandait de m'arrêter à chaque aire de repos pour acheter ses petits chocolats. Et je disais toujours que je ne pouvais pas, mais je finissais par les acheter quand même. Nous avions un lien fort, mais il semble qu'après qu'il ait grandi, obtenu son diplôme, s'est marié, a acheté une maison, une voiture, tout s'est éloigné, est devenu froid. Aujourd'hui, j'avais l'impression de n'être qu'un fardeau de plus. Quand le taxi est arrivé à l'immeuble, j'ai payé en espèces, remercié doucement, et je suis descendu, mon sac à la main. C'était un immeuble simple, rien de luxueux. Je suis resté là quelques secondes, regardant vers le haut, comme quelqu'un qui regarde à la fois le passé et l'avenir. Le concierge me connaissait déjà, alors je suis entré sans difficulté, j'ai pris l'ascenseur et je suis allé directement au 10e étage. Quand la porte s'est ouverte, j'ai marché jusqu'à la dernière porte du couloir et j'ai frappé doucement. Moins de 10 secondes plus tard, la porte s'est ouverte. Celui qui a répondu était un homme à peu près de mon âge, cheveux blancs, lunettes à monture fine, costume gris clair. Il m'a salué d'une poignée de main ferme, de celle d'un homme qui connaît encore la valeur d'une parole donnée. Et c'est là qu'a commencé le véritable tournant de mon histoire. Cet homme n'était autre que le responsable de l'étude notariale où 2 mois auparavant, j'avais enregistré un document très important. Un document qui était gardé dans un coffre-fort à l'intérieur de cette pièce, attendant le bon moment pour être utilisé. C'était mon testament, mais pas n'importe quel testament. Un testament où, après mûre réflexion, j'avais décidé de laisser tout ce qui m'appartenait à ceux qui valoriseraient vraiment mon histoire, et non à ceux qui ne se souvenaient de moi que lorsque c'était pratique pour eux. Et ce matin-là, pendant que ma famille pensait partir tranquillement en voyage, j'étais là, signant les derniers papiers, confirmant les derniers détails. Je voulais que tout soit en ordre, avant que quoi que ce soit n'arrive. Pendant qu'ils m'expliquaient calmement chaque détail, je ne pouvais m'empêcher de penser à leur visage à l'aéroport. À ce moment-là, avait-il remarqué mon absence? Est-ce que quelqu'un avait demandé où était Papy? J'en doutais. Ils étaient probablement tous en train de rire, de prendre des selfies, de parler de l'endroit où ils iraient en premier. Mais bientôt, très bientôt, cela changerait, car dans cette enveloppe que j'avais apportée avec moi, il y avait des instructions pour l'avocat qui les attendrait à l'aéroport, connaissant déjà leur voyage. C'était quelque chose de planifié à l'avance. Je n'allais pas remettre à plus tard. Tout devait se passer exactement ce jour-là. Quand nous avons fini de signer, le notaire m'a offert un café et j'ai accepté. Nous nous sommes assis dans la petite pièce et pendant qu'il préparait le café, j'ai regardé par la fenêtre. En bas, la ville suivait son rythme normal de jours fériés. Des voitures qui vont et viennent, des gens qui partent en voyage, des vendeurs ambulants qui installent leurs stands de crêpes et de galettes. Et moi, en haut de cet immeuble, me sentant étrange, à moitié vide, à moitié soulagé. C'est difficile à expliquer, c'est comme si on passait toute sa vie à attendre la reconnaissance des autres. Mais à la fin, la plus grande reconnaissance qui compte est celle de soi-même. Savoir qu'on a fait ce qu'on pouvait, qu'on a été digne, même si personne ne l'a vu ou n'a remercié. Après le café, j'ai pris congé, j'ai tout laissé en ordre et je suis retourné dans la rue. J'ai marché jusqu'à la place à proximité, je me suis assis sur un banc en bois et j'ai observé le mouvement. Un homme vendant des marrons chauds est passé et j'ai même pensé en acheter, mais j'ai laissé tomber. J'ai préféré rester tranquille, respirant l'air de cette matinée de jour férié, sachant que pendant ce temps,
Mon fils et sa famille étaient sur le point de découvrir que tout n'était pas comme ils le pensaient. Ce n'était pas une question de vengeance, c'était une question de respect, de montrer qu'un vieil homme n'est pas un objet de décoration, ce n'est pas une plante à laisser dans un coin du salon à regarder la télé jusqu'à ce qu'elle se dessèche. Et c'est assis là, sur ce banc, regardant le ciel un peu nuageux, que j'ai réalisé que pour la première fois depuis longtemps, j'étais calme, comme si une partie lourde de mon cœur avait été enlevée. Et c'était peut-être bien ça. La vie a besoin de moments comme celui-ci. S'arrêter, regarder en arrière et comprendre que parfois, il faut faire un pas en arrière pour montrer au monde la grandeur de notre histoire. Je ne savais pas exactement comment ils allaient réagir, mais je savais que d'une manière ou d'une autre, cela laisserait une marque, et c'est ce qui importait. Quand j'ai décidé de me lever de ce banc de la place, j'avais déjà pris ma décision. Je ne rentrerai pas à la maison ce jour-là. Non pas parce que je n'avais nulle part où aller, mais parce que j'avais besoin de temps pour moi, des années et des années à vivre en fonction des autres, toujours à attendre une invitation, un appel, une attention. Et maintenant, après tout ce qui s'était passé ce matin de long week-end, je comprenais qu'il était temps de penser à ce qui me faisait vraiment du bien. Alors, j'ai sorti mon téléphone portable de ma poche, ce même modèle simple que j'utilisais seulement pour les appels, et j'ai composé le numéro d'un vieil ami à moi, Henri. Ce genre d'ami qui est là toute la vie, même si on passe un moment sans se parler. Henri était de ceux qui n'ont jamais changé d'adresse. Il continuait à vivre dans le même quartier que toujours, dans la même maison aux volets bleus délavés au bout de la rue. Quand il a répondu au téléphone et entendu ma voix, il n'a pas posé beaucoup de questions. Il a juste dit « Passe ici, Marcel, j'ai le barbecue allumé ». Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai pris un autre taxi et j'y suis allé. En chemin, je me suis souvenu de l'époque où nous nous réunissions tous les week-ends pour faire griller de la viande, parler de bêtises, jouer aux dominos. C'était une vie plus simple, plus vraie, sans tant d'apparence, sans tant de pression pour plaire aux autres. En arrivant là-bas, quand je suis descendu de la voiture, Henri m'attendait déjà à la porte avec ce sourire habituel, les yeux plissés et le ventre gonflé à force de boire de la bière et de manger des grillades. Nous nous sommes salués d'une forte accolade et il a tout de suite remarqué que mon expression n'était plus la même qu'avant. Il m'a regardé de haut en bas et m'a dit doucement « Il s'est passé quelque chose, n'est-ce pas ?» J'ai juste hoché la tête et dit « Je te raconterai plus tard ». Il a compris le message, n'a pas insisté et m'a invité à entrer. Nous sommes allés sur la terrasse arrière, où il y avait déjà quelques membres de sa famille, des petits-enfants qui couraient, des filles qui servaient des boissons et cette odeur de viande qui grillait dans l'air. C'est là, sur cette terrasse simple, assis sur une chaise en plastique avec un verre de cidre à la main, que j'ai commencé à ressentir à nouveau un peu de paix dans ma poitrine. Pendant qu'Henri coupait la viande et servait les morceaux dans une assiette en aluminium, il a commencé à amener le sujet lentement, sans hâte. Nous avons parlé de choses anciennes, de voyages que nous avions faits ensemble, de camions en panne au milieu de la route, de nuits froides à dormir, dans des hamacs, dans des aires de repos. Et peu à peu, sans même m'en rendre compte, je me suis ouvert. Je lui ai parlé de ce qui s'était passé ce matin même. Je lui ai raconté l'enveloppe, l'avocat, le testament et surtout la façon dont mon fils m'avait traité. Henri a tout écouté en silence, hochant simplement la tête, parfois laissant échapper un soupir plus profond, mais sans m'interrompre. Quand j'ai terminé, il est resté silencieux un moment et n'a dit qu'une chose. « Tu as bien fait, Marcel. Il est temps que ces gens apprennent que le respect n'a pas d'âge. » Après cette confidence, nous sommes restés là quelques heures de plus, nous remémorant des histoires, riant un peu. Je me rendais compte que malgré tout ce qui s'était passé, il y avait encore des gens qui me voyaient vraiment. Des gens qui ne me voyaient pas seulement comme le vieux du canapé, mais comme quelqu'un qui avait encore une histoire à raconter. Et c'est dans cette ambiance tranquille qu'en fin d'après-midi, mon téléphone a sonné. J'ai regardé l'écran et mon cœur s'est serré. C'était le numéro de mon fils. Pour la première fois de la journée, il m'appelait. Je n'ai pas répondu immédiatement.
J'ai laissé sonner 2, 3 fois en regardant Henri, qui a juste levé les sourcils comme pour dire « Tu vas répondre ou pas ?» Alors j'ai respiré profondément et j'ai répondu. La voix de mon fils de l'autre côté n'était plus celle sûre, froide, autoritaire. C'était une voix tremblante, ne sachant presque pas quoi dire. Il a commencé par me demander où j'étais, si j'allais bien, disant qu'il y avait eu un problème à l'aéroport. Et moi, calmement, j'ai juste écouté. Il a dit que lorsqu'ils sont arrivés pour embarquer, ils ont été appelés par un employé qui leur a remis une pochette noire avec mon nom. À l'intérieur se trouvaient les documents du testament ainsi qu'une lettre de ma part. Dans cette lettre, j'expliquais tout, que je savais qu'il m'avait exclu du voyage, que je savais qu'il ne voulait plus de ma présence, mais que je tenais quand même à préciser que je ne gardais pas de rancune. Je voulais juste qu'il sache que ma valeur ne dépendait pas de l'opinion de quiconque. Pendant qu'il lisait la lettre au téléphone, je pouvais entendre les pleurs de sa femme en arrière-plan, les petits-enfants demandant où j'étais, et lui, d'une voix étouffée, disant « Papa, pardonne-moi, on a gravement fait erreur ». Mais à ce moment-là, je n'ai dit ni oui ni non. Je suis resté silencieux quelques secondes et j'ai simplement dit « Fils, ce n'est pas le moment de parler de ça. On en parlera plus tard. » Et j'ai raccroché. Non pas parce que je voulais faire peu de cas, mais parce qu'à cet instant, j'ai compris que mon heure était venue d'être écoutée calmement, à mon rythme, pas au leur. Cette nuit-là, après cet appel, je ne suis pas rentré à la maison. Henri m'a proposé de dormir chez lui. Il a dit qu'il avait une chambre d'amis inoccupée, un lit fait, et j'ai accepté. J'ai dormi comme je n'avais pas dormi depuis longtemps, sans poids sur la poitrine, sans ce nœud dans la gorge que je portais depuis des années. Quand je me suis réveillé, il était presque 8 heures du matin. L'odeur du café filtré dans la cafetière est venue directement de la cuisine jusqu'à la chambre, me rappelant mon enfance là-bas, dans la ferme de mes parents. Cette odeur de café frais et le silence du petit matin m'ont toujours fait du bien. Je me suis levé, j'ai mis ma chemise, ajusté mon béret et je suis allé sur la terrasse où Henri était déjà assis, lisant le journal et buvant son café, comme si le monde entier était en paix. Nous nous sommes assis ensemble là, moi avec ma tasse de café au lait et lui avec la sienne pure, forte, sans sucre. La conversation ce matin-là a été plus tranquille, sans hâte, sans poids. Il m'a demandé à nouveau si je voulais qu'il appelle quelqu'un de ma famille, si j'avais besoin d'aide pour résoudre quelque chose. Mais j'ai juste secoué la tête et dit que non. J'avais besoin de temps avant de reparler à mon fils. Ce n'était pas une question d'orgueil, mais de respect de soi. Nous avons aussi parlé de choses plus simples, football, politique, santé. Ces conversations de personnes qui ont vu beaucoup de choses et ne s'impressionnent pas facilement. Et à ce moment-là, regardant la rue dehors, les voisins mettant des chaises sur le trottoir, les enfants jouant, j'ai pensé peut-être qu'il est temps de changer définitivement. C'est alors qu'Henri, après m'avoir bien regardé, a suggéré quelque chose qui ne m'était pas venu à l'esprit jusqu'alors. « Marcel, pourquoi ne vends-tu pas la maison pour t'acheter un endroit plus petit juste pour toi? Un appartement, une petite maison, dans un quartier plus tranquille. » Sur le moment, je suis resté silencieux, pensant « la maison où j'habitais était bien trop grande pour moi tout seul. » Et la vérité, c'est qu'après tout ce qui s'était passé, cet endroit avait perdu son sens pour moi. C'était plein de souvenirs, bien sûr, mais aussi chargé de silence et de solitude. Je lui ai répondu « Tu as peut-être raison, j'y réfléchirai. » Et cette idée est vraiment restée dans ma tête le reste de la journée. Dans l'après-midi de ce même jour, mon téléphone a sonné à nouveau. C'était l'avocat. Il voulait me confirmer si tout était en ordre pour officialiser le testament, maintenant que ma famille avait reçu la notification. J'ai confirmé. J'ai dit que j'étais décidé. Et ainsi, pour la première fois de ma vie, j'ai senti que j'étais aux commandes de mon histoire. Non pas que l'argent allait tout résoudre, ce n'était pas pour ça, mais c'était une façon de faire comprendre de manière définitive que j'avais de la valeur, que je n'étais pas un vieux abandonné attendant l'aumône d'affection. Après l'appel,
Je me suis rassis sur la terrasse, avec cette enveloppe jaune encore gardée dans mon sac. Et j'ai regardé le mouvement de la rue, comme quelqu'un qui regarde la vie passer d'un endroit sûr. Plus tard, vers la fin de l'après-midi, j'ai décidé de sortir faire un tour. J'ai marché sans destination très précise, suivant simplement le chemin de la rue, passant par des endroits que je n'avais pas visités depuis des années. Je suis passé devant le terrain où mon fils jouait au ballon quand il était petit. J'ai vu le parc où nous avions l'habitude de prendre des glaces le dimanche. Chaque coin semblait raconter un morceau de mon histoire. Et au milieu de cette promenade, je me suis retrouvé devant une église, une de ces vieilles églises, avec de grandes portes en bois, des bancs en bois sombre et des vitraux colorés. Je suis entré, je me suis assis seul au fond, et je suis resté là. Je n'étais pas venu pour prier exactement, mais pour converser en silence avec Dieu. Je me suis souvenu de ma femme qui était partie il y a déjà 10 ans. C'est avec elle que j'ai construit ma vie. C'est avec elle que j'ai tout affronté. Et sur ce banc, les mains appuyées sur les genoux, je me suis dit, aurait-elle compris ma décision? À ce moment-là, regardant devant moi, vers l'autel vide, une étrange paix est venue. Ce n'était pas de la tristesse, ni de la révolte. C'était la certitude que, malgré toutes les erreurs et les réussites, je faisais ce que je devais faire. Je suis resté là quelques minutes de plus, puis je me suis levé et je suis retourné dans la rue. C'est seulement quand j'étais presque de retour chez Henri que mon téléphone a sonné pour la 3e fois. Et de nouveau, c'était mon fils, mais cette fois je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai gardé le téléphone dans ma main, regardant le numéro sur l'écran, me demandant si je devais répondre ou non jusqu'à ce que je respire profondément et réponde. Cette fois, la voix de mon fils était différente. Ce n'était pas seulement du regret, c'était du désespoir. Il a dit qu'il avait passé toute la nuit sans pouvoir dormir, que les enfants me demandaient, que sa femme ne cessait de pleurer et qu'il avait besoin de me parler personnellement. Je suis resté silencieux à écouter et j'ai simplement demandé « Pourquoi faire, fils ?» Il a répondu « Pour te demander pardon en te regardant dans les yeux, papa. Ce n'est plus à cause du testament, de l'argent, du voyage. C'est parce que j'ai vraiment fait une erreur. J'ai besoin de réparer ça. » C'est alors que j'ai ressenti quelque chose de différent dans la poitrine. C'était peut-être vrai, peut-être avait-il vraiment compris. Alors j'ai dit « D'accord, fils, mais je ne viendrai pas jusqu'à vous. Si tu veux me parler, tu viens ici. » Et je lui ai donné l'adresse d'Henri. Il a dit qu'il viendrait encore cette nuit-là, et là, pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que quelque chose commençait vraiment à changer. Quand la nuit est tombée, j'étais déjà assis de nouveau sur la terrasse de la maison d'Henri, avec une couverture sur les jambes et une tasse de thé chaud dans les mains. Le vent de cette nuit de long week-end était plus froid que la normale. Mais à l'intérieur de moi, il y avait quelque chose de différent. Ce n'était plus seulement de la peine ou de la tristesse, c'était un mélange d'attente avec une certaine peur d'affronter mon fils. Après tout cela, au fond, même après tout ce qu'il m'avait dit, je ne savais toujours pas s'il venait vraiment pour s'excuser ou si c'était juste une autre tentative de réparer les choses à cause du testament. Mais une partie de moi voulait croire que c'était sincère. Parce que malgré tout, il est impossible de désactiver complètement l'amour qu'on ressent pour un enfant. J'ai regardé vers le portail, attendant jusqu'à ce que finalement, presque à 9 heures du soir, sa voiture apparaisse au coin de la rue. C'était cette même voiture que je l'avais aidé à acheter des années auparavant, quand il commençait encore sa vie. Ça m'a serré le cœur de m'en souvenir. Il s'est garé, a coupé le moteur et est resté là-dedans quelques secondes avant de descendre. Quand il est descendu, j'ai remarqué qu'il était seul. Ni sa femme, ni les petits-enfants n'étaient venus. C'était peut-être mieux ainsi. C'était une conversation qui devait être juste entre nous deux. Il est venu en marchant lentement jusqu'au portail, sans hâte, les mains dans les poches et le regard baissé. Henri, qui était assis là à côté de moi, s'est levé, m'a donné une petite tape sur l'épaule et a dit « Je vais faire un tour pour vous laisser tranquille. » Et il est entré dans la maison, nous laissant juste mon fils et moi face à face après tant de temps. Il s'est arrêté à 2 pas de moi, a sorti les mains de ses poches et est resté silencieux.
Je n'ai rien dit. J'ai juste attendu jusqu'à ce qu'il lève finalement les yeux et d'une voix basse dise « Papa, je ne sais même pas par où commencer ». Je suis resté silencieux, le laissant parler à son rythme. Et alors il a respiré profondément et a commencé à tout raconter, qu'il avait honte, que les petits-enfants m'avaient demandé tout le temps, que sa femme avait pleuré en lisant la lettre que j'avais laissée, que lui-même s'était regardé dans le miroir et avait ressenti de la honte pour ce qu'il avait fait. Il a dit qu'il se souvenait de quand je l'emmenais à l'école en camion, de quand je lui achetais du chocolat en cachette de sa mère, de quand il attendait que je revienne de voyage pour me raconter sa journée, et que maintenant, en regardant en arrière, il se rendait compte qu'il avait laissé tout cela derrière lui, juste à cause d'un orgueil stupide, de vouloir montrer au monde qu'il n'avait plus besoin de moi. Et c'est là, à ce moment, que j'ai vu les larmes couler sur son visage. Mon fils, un homme fait en costume, avec une montre chère, pleurant devant moi comme un enfant. Et cela m'a touché d'une manière que je ne peux même pas expliquer correctement, parce que peu importe à quel point on est blessé, il est difficile de voir un enfant pleurer et de ne pas ressentir avec lui. C'est alors qu'il s'est agenouillé là même sur la terrasse, a mis ses mains sur mon genou et a dit « Papa, pardonne-moi, pour tout. J'ai été un idiot. Je t'ai laissé de côté, mais ce n'est plus pour l'argent, ce n'est pas pour le testament. Je veux juste que tu reviennes à la maison. » Et moi, le cœur serré, j'ai respiré profondément et j'ai posé ma main sur son épaule. J'ai dit « Fils, je n'ai pas de rancune envers toi. Je n'en ai jamais eu. Mais il y a des choses dans la vie qu'on doit traverser pour apprendre. J'ai dû ressentir le poids de la solitude pour voir que j'ai encore de la valeur. Et toi ? Tu as dû perdre pour comprendre qu'on ne gagne rien à passer par-dessus celui qui t'a tout donné. » Il est resté là, tête baissée, et je suis resté simplement avec ma main sur son épaule, sans rien dire de plus pendant un moment. Après quelques minutes, il s'est levé, a essuyé son visage avec le dos de sa main et a dit « Papa, laisse-moi te ramener à la maison maintenant. » Mais je l'ai bien regardé et j'ai répondu « Non, fils. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je reste ici. » Il a semblé surpris, mais n'a pas insisté. Il a juste hoché la tête, encore un peu honteux, et a dit « D'accord, papa, je comprends. » Puis il m'a donné une forte accolade de celle qui écrase la poitrine, et il est parti. Je suis resté là sur la terrasse encore un moment, regardant les lumières de la rue, pensant à tout ce qui s'était passé, me demandant si c'était vraiment le début d'une véritable réconciliation ou juste une autre scène que la vie nous joue. Quand Henri est revenu sur la terrasse, il m'a regardé et a demandé « Alors, résolu ?» J'ai haussé les épaules et répondu « Je ne sais pas, Henri. » Parfois, résoudre n'est pas le plus important. L'important, c'est de savoir qu'on a dit ce qui devait être dit. Et aujourd'hui j'ai parlé. Il a hoché la tête, nous a servi plus de café à tous les deux, et la nuit a continué ainsi, simple, calme, mais avec ce goût de choses achevées. Et même sans savoir ce qui viendrait après, à cet instant, je me sentais déjà un peu plus en paix avec moi-même. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec le soleil entrant par la fenêtre de la chambre dans la maison d'Henri. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit a été cette scène de la nuit précédente. Mon fils agenouillé sur la terrasse demandant pardon. Aussi étrange que cela puisse paraître, le souvenir n'était plus aussi douloureux. C'était comme si une partie de la blessure avait commencé à cicatriser à ce moment même. Je me suis levé lentement, j'ai mis ma chemise habituelle, posé mon béret et je suis allé à la cuisine, où Henri s'affairait déjà au fourneau, préparant un café fort comme les Français l'aiment. Il m'a regardé, m'a dit bonjour d'une façon calme et m'a demandé si j'avais bien dormi. J'ai simplement répondu « mieux que depuis longtemps ». Pendant que nous prenions le café, il m'a dit qu'il devait sortir pour régler quelques affaires, mais que je pouvais rester là aussi longtemps que j'en avais besoin. Et je l'ai remercié de tout cœur. Après son départ, je suis resté seul dans la maison, marchant d'un côté à l'autre, regardant les vieilles photos sur les murs, me souvenant de temps plus simples. Jusqu'à ce qu'après quelques minutes, mon téléphone sonne à nouveau. C'était encore mon fils. Cette fois,
J'ai répondu sans hésiter. Sa voix était déjà plus ferme, mais toujours avec un ton prudent, presque demandant la permission avant de parler. Il a dit « Papa, on voudrait t'inviter à déjeuner chez nous aujourd'hui, tous ensemble, pour qu'on puisse parler correctement. » Je suis resté silencieux quelques secondes, réfléchissant si j'acceptais ou non, parce qu'une partie de moi voulait accepter, voulait voir mes petits-enfants, voulait sentir à nouveau cette odeur de repas du dimanche en famille. Mais une autre partie était encore méfiante, craignant de retomber dans la même situation qu'avant, d'y aller, d'être traité comme un fardeau, d'être oublié dans un coin du salon pendant qu'ils vivaient leur vie. Mais alors, je me suis souvenu de ce qui s'était passé à l'aéroport, de la lettre, du testament, et j'ai pensé, peut-être que maintenant ce sera différent. Alors j'ai répondu, « D'accord, fils, j'y vais. » Il a semblé soulagé, m'a remercié et a dit qu'il viendrait me chercher dans 1 heure. Quand il est venu me chercher, il était encore seul, mais cette fois son visage était différent, moins tendu, plus tranquille. Quand je suis monté dans la voiture, il m'a demandé si tout allait bien, si j'avais besoin de quelque chose, et j'ai dit que non. Le chemin jusqu'à sa maison s'est fait en silence presque tout le temps, mais ce n'était pas un silence pesant. C'était plutôt ce silence de quelqu'un qui essaie de recommencer, sans trop savoir comment. Quand nous sommes arrivés, il a ouvert le portail et je suis entré pour la première fois depuis des semaines dans cette maison où auparavant j'étais juste un visiteur inopportun. Et tout de suite, celle qui est venue en courant a été ma petite fille cadette qui m'a enlacé les jambes et a dit « Papy, tu es revenu ». Cela m'a pris d'une façon à laquelle je ne m'attendais pas. Je me suis agenouillé là même, je l'ai serré fort et j'ai regardé autour de moi. La femme de mon fils était à la porte, les yeux encore rouges de quelqu'un qui avait beaucoup pleuré, mais avec un sourire sur le visage. Et là-dedans, on pouvait déjà sentir l'odeur de la nourriture sur le feu, du coq au vin, des pommes de terre, du pain frais, cette nourriture simple qui a toujours fait partie de notre famille. Je suis entré lentement, comme quelqu'un qui marche en territoire inconnu, mais sans peur. Mon fils me montrait les choses, me demandant si je voulais m'asseoir, si je voulais de l'eau, du café, une attention à laquelle je n'étais plus habitué de leur part. Nous nous sommes tous assis ensemble à table, chose qui n'était pas arrivée depuis longtemps. La conversation a été lente, sans forcer, sans reproche. Ils m'ont demandé comment j'allais, m'ont raconté les dernières nouvelles, ont parlé des enfants, de l'école, des choses simples, mais qui pour moi avaient un poids énorme. C'était comme si peu à peu tout revenait à sa place. Après le repas, ma belle-fille est venue vers moi avec une enveloppe à la main. J'ai été surpris, mais elle a expliqué « Monsieur Marcel, je sais que vous avez fait ce testament, mais nous voulions vous rendre ceci. » Et elle m'a remis une enveloppe identique à celle que j'avais apportée chez le notaire, mais vide. C'était symbolique, mais cela disait beaucoup. J'ai tenu cette enveloppe dans mes mains pendant quelques secondes, je les ai regardées, tous assis là dans le salon, et j'ai dit calmement « Je n'ai pas fait ça pour l'argent. Je l'ai fait pour que vous compreniez que le respect ne s'achète pas. Mais je suis heureux que vous ayez compris. » Ils ont hoché la tête, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que je pouvais respirer tranquillement dans cette maison à nouveau. Quand je suis parti, mon fils a tenu à me ramener chez Henri, mais cette fois, il m'a quitté avec une étreinte serrée et la promesse que les choses seraient différentes à partir de maintenant. Et moi, même sans savoir ce que l'avenir réservait, j'ai décidé de croire. Le lendemain matin, de retour chez moi, je me suis réveillé avant le soleil, comme je l'ai toujours fait toute ma vie. La différence, c'est que cette fois-ci, ce n'était pas à cause de la tristesse ou de l'inquiétude, c'était simplement l'habitude, cette horloge interne de routier retraité qui ne s'éteint jamais. Je me suis levé, j'ai allumé la lumière de la cuisine et j'ai préparé mon café comme je l'aime, filtré sur le moment, sans sucre, bien chaud. Pendant que j'attendais que l'eau bouille, j'ai regardé par la fenêtre du salon et j'ai observé la rue presque vide, juste le bruit d'une voiture ou deux passant lentement. Et c'est là, avec la tasse à la main, que j'ai réalisé que pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas seul dans cette maison bien trop grande pour moi.
Après tout ce qui s'était passé ces derniers jours, il semblait qu'un cycle se terminait vraiment, non seulement avec mon fils, mais avec moi-même. Je ne portais plus cette angoisse constante d'attendre que les autres me voient, et cela pour moi était déjà une victoire. Mais même ainsi, tout en buvant mon café, j'ai repensé à la conversation que j'avais eue avec Henri. Était-ce vraiment le moment de changer de maison, de vendre cet endroit que j'avais construit avec tant d'efforts et de recommencer dans un endroit plus petit, plus tranquille? Le doute était fort, mais au fond je savais que ce n'était plus une question d'espace, c'était une question de signification. Cette maison avait déjà rempli son rôle dans mon histoire. J'ai pris le téléphone, composé le numéro d'Henri et fixé rendez-vous avec lui pour que nous allions voir quelques petits appartements dans la ville même. Quelque chose de simple, 2 chambres, cuisine et salon, pour ne pas être perdu dans un espace trop grand. Il a tout de suite accepté, toujours prêt à aider. Et nous y sommes allés, marchant dans les rues du quartier, visitant immeuble après immeuble, parlant avec l'agent immobilier, regardant les balcons, vérifiant si le soleil donnait le matin. Ces choses que ceux qui ont vécu longtemps savent qu'elles font la différence. Chaque endroit où j'entrais, j'imaginais ma routine là-dedans, me réveillant tôt, le café fraîchement fait, le balcon pour regarder le mouvement de la rue. Et peu à peu, cette idée de changement est devenue moins difficile à accepter. À la fin de l'après-midi, après avoir visité 4 ou 5 appartements, nous en avons trouvé un qui m'a vraiment plu, simple, bien aéré, avec un banc en bois sur le balcon et une belle vue sur la place de la ville. Là même, assis sur ce balcon, j'ai ressenti une paix différente, comme si c'était le bon endroit pour commencer une nouvelle phase. Henri m'a regardé un peu méfiant et a demandé « Alors, Marcel, tu te lances ?» J'ai juste souri légèrement et répondu « Je pense que l'heure est venue, Henri. » Et c'est ainsi que j'ai décidé. J'allais vendre ma grande maison et recommencer à nouveau, dans un espace plus petit, mais plein de sens pour moi. Le jour suivant, j'ai contacté l'avocat et mis la maison en vente. Ce fut un processus rapide, car le quartier était valorisé et des intéressés sont vite apparus. Mon fils, quand il l'a su, m'a appelé, me demandant si j'étais sûr de ma décision. Et cette fois, j'ai perçu de la sincérité dans sa voix, sans ce ton de quelqu'un qui veut tout contrôler. Je lui ai dit « Fils, c'est mon choix, tout va bien. » Et il a respecté. Il n'a pas insisté, n'a pas essayé de me faire changer d'avis, a juste dit que si j'avais besoin d'aide pour déménager, je n'avais qu'à le lui faire savoir. Et c'était déjà une preuve que, en effet, les choses avaient changé entre nous deux. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à trier mes affaires. Vêtements, documents, vieilles photos. Chaque objet que je prenais dans ma main apportait un souvenir. Le petit camion jouet de mon fils quand il était petit, la tasse que ma femme utilisait tous les matins, les photos d'anciens voyages, de quand nous tenions encore à tout enregistrer sur papier. J'ai gardé ce qui importait vraiment dans une petite boîte. Le reste, je l'ai donné ou jeté. Ce n'était pas l'attachement aux choses matérielles, c'était le respect pour la mémoire, sans porter un poids inutile. Quand est finalement venu le jour du déménagement, je suis allé devant la maison, je l'ai regardée de l'extérieur pour la dernière fois et j'ai respiré profondément. Ce n'était pas de la tristesse, c'était de la gratitude. Cet endroit m'avait abrité. Il avait été le décor de bons et mauvais moments. Mais maintenant, il était temps d'aller de l'avant. Je suis monté dans la voiture avec Henri, emportant seulement mon sac en cuir et la boîte avec mes souvenirs les plus importants, et nous sommes allés jusqu'au nouvel appartement. Dès que je suis arrivé, j'ai laissé les choses dans le salon et je suis allé directement sur le balcon. Je me suis assis sur le banc en bois et j'ai regardé la place en bas, sentant le vent sur mon visage, sachant qu'à partir de maintenant, une nouvelle histoire commençait. Pendant les premiers jours dans le nouvel appartement, tout semblait trop petit. Après des années à vivre dans une grande maison, pleine de chambres vides et de murs marqués par le temps, c'était étrange de regarder autour de moi et de ne voir que l'essentiel. Un salon, 2 chambres, la cuisine compacte. Mais bientôt cette sensation a fait place à une autre, la tranquillité. La vérité, c'est que je n'avais pas besoin de beaucoup plus. Avec mon béret accroché au mur,
ma chaise près de la fenêtre, ma radio jouant doucement de la vieille musique. Peu à peu, cet endroit est devenu plus qu'un appartement. Il est devenu un refuge, un espace juste à moi, sans mauvais souvenirs collés au mur, sans écho de silence pesant, juste la paix. Un jour, en organisant quelques cartons qui étaient encore fermés, j'ai trouvé une pochette noire. À l'intérieur, il y avait plusieurs vieilles photos, moi et mon fils petit, ma femme souriant devant notre première maison, moi au volant du camion. Je suis resté là un bon moment à regarder ces images, me rappelant chaque détail. C'est drôle comme notre mémoire fonctionne, n'est-ce pas? Il y a des choses qui semblent oubliées, mais il suffit d'un regard pour que tout revienne comme si c'était hier. J'ai pris une de ces photos où mon fils était avec moi dans le camion et je l'ai mise dans un cadre sur l'étagère. Ce n'était pas pour nourrir la tristesse, non. C'était pour me rappeler d'où nous venions, ce que nous avions vécu ensemble. Dans la même semaine, mon fils m'a appelé à nouveau, mais cette fois ce n'était pas pour parler de testament, d'argent ou de maison. Il m'a invité à dîner chez lui, disant qu'il voulait que je voie quelque chose. J'avoue que j'ai hésité avant d'accepter. Une partie de moi craignait encore que ce ne soit qu'une autre tentative de plaire par intérêt, mais j'ai décidé de donner une chance. Après tout, si je recommençais, il méritait aussi cette opportunité. En arrivant là-bas, j'ai été accueilli dans une toute autre ambiance, pas de rire froid ou de conversation tendue. Mes petits-enfants sont venus en courant. Ma belle-fille m'a enlacé comme si j'étais vraiment de la famille, et dans le salon, juste au-dessus de la cheminée, il y avait un nouveau cadre. Je me suis approché pour mieux voir, et mon fils, avec un sourire un peu timide, a expliqué. On a mis cette photo ici pour ne jamais oublier d'où on vient. Et là, c'était la même photo que j'avais dans ma pochette noire, moi et lui dans le camion des années auparavant. Cela m'a touché d'une manière que je ne peux pas vraiment expliquer. J'ai senti une pression dans la poitrine, mais cette fois, ce n'était pas de la tristesse, c'était de la fierté, parce qu'au fond, je pense que c'est ce que tout père veut, être rappelé non seulement pour ce qu'il a donné, mais pour ce qu'il a représenté. Le dîner a été simple, mais plein de bonnes conversations. Nous avons parlé de choses anciennes, d'histoires de la route, de recettes que ma femme faisait. Mes petits-enfants écoutaient tout avec attention, posant des questions sur les détails, voulant en savoir plus. Et à ce moment-là, je me suis senti à nouveau vraiment partie de la famille. Pas seulement comme une figure en arrière-plan, mais comme quelqu'un qui a encore une voix, qui compte encore, qui fait encore la différence. Quand j'ai fini de manger, mon fils s'est assis à côté de moi et a dit, les yeux un peu humides, « Papa, merci de ne pas avoir abandonné notre famille. » J'ai juste hoché la tête et répondu, « On n'abandonne jamais ce qui fait partie de notre histoire, fils. » Sur le chemin du retour vers mon appartement, j'ai réfléchi à cela, que peut-être la vie est vraiment faite de cycles. On naît, on grandit, on prend soin des autres, on est pris en charge, puis parfois on est oublié. Mais si on a de la patience, si on a de la foi, les choses finissent par retrouver leur place. Ce n'est pas toujours comme on l'avait imaginé, mais c'est comme ça doit être. J'ai ouvert la porte de mon appartement, j'ai accroché mon béret au même endroit que d'habitude, et je me suis assis sur la chaise du balcon, regardant la place illuminée en bas, sentant que d'une certaine façon, tout était à nouveau en paix. À ce moment-là, seul là, j'ai regardé le ciel et j'ai parlé doucement, comme quelqu'un qui parle à une personne qui est déjà partie. « Tu as vu, ma vieille? Tout va bien maintenant. Tu peux être tranquille. » Et je suis resté là à regarder les lumières de la ville, sentant le vent sur mon visage, sachant que malgré tout, j'étais encore debout, encore en train de marcher, encore en train d'apprendre. Et c'est ainsi que j'ai compris que parfois, il faut être laissé derrière pour ensuite être recherché avec plus d'amour. Les jours ont passé plus tranquillement que je ne l'imaginais. La routine simple dans l'appartement m'a apporté une paix que, sincèrement, je ne ressentais pas depuis des années. Je me réveillais tôt, préparais mon café, lisais le journal sur le balcon, marchais jusqu'à la place pour bavarder avec d'autres messieurs qui avaient aussi laissé derrière eux de grandes maisons et des familles compliquées.
C'était comme si j'avais trouvé un rythme juste pour moi, sans dépendre de personne. Mais même avec ce calme, de temps en temps, je recevais un message ou un appel de mon fils. Des choses simples comme « As-tu besoin de quelque chose, papa ?» ou « Les enfants ont hâte de te revoir ?» Et même sans répondre immédiatement, juste en voyant le message, cela me donnait déjà un certain soulagement, une sensation que les choses changeaient vraiment lentement. Jusqu'à ce qu'un samedi matin, sans prévenir, mon fils apparaisse à mon appartement avec les enfants. Je finissais de laver la vaisselle quand j'ai entendu la sonnette. Je suis allé à la porte et ils étaient là, mon fils, avec une expression plus légère, et mes petits-enfants portant une boîte en carton. J'ai tout de suite été surpris et j'ai demandé ce que c'était, et il m'a dit « Papa, on voulait t'aider à organiser quelques affaires ici. » Et tout à coup, ils sont entrés en apportant dans la boîte quelques souvenirs que j'avais laissés derrière moi lors du déménagement. Une vieille radio, quelques livres, et même la vieille couverture du canapé de l'ancienne maison. Je suis resté à regarder cela, sans trop savoir quoi dire, mais j'ai vite compris le message. Ils voulaient construire de nouveaux souvenirs ici avec moi. Nous avons passé la journée ensemble. Les enfants m'ont aidé à mettre les choses en place. Ma belle-fille est apparue plus tard apportant une tarte aux pommes et du café chaud. C'était un de ces jours où il n'y a rien d'extraordinaire à raconter, mais qui, pour quelqu'un qui vit seul depuis longtemps, vaut plus que n'importe quelle fête. Entre une conversation et une autre, mon fils m'a demandé si je pensais encore à changer le testament. Et cette fois, j'ai répondu en le regardant droit dans les yeux. « Fils, ce que j'ai fait là-bas n'était pas pour blesser qui que ce soit, c'était juste pour vous rappeler que le respect et la présence valent plus que l'héritage. Si vous avez compris cela, pour moi c'est déjà bon. » Il a hoché la tête, serrant ma main fermement, sans avoir besoin d'en dire plus. À la fin de l'après-midi, après avoir tout arrangé, ils sont partis. Je suis resté là, sur le balcon à nouveau, regardant la place et pensant à tout ce qui avait changé. Mais c'est cette même nuit qu'est arrivé quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. J'ai reçu un appel d'Henri. Il n'avait pas l'habitude d'appeler la nuit, alors j'ai tout de suite imaginé que c'était quelque chose d'important. Et c'était bien le cas. De l'autre côté de la ligne, sa voix était mi-sérieuse, mi-inquiète. « Marcel, je dois te dire quelque chose. Ton nom est sorti dans le journal. » Je n'ai pas compris au début. Je lui ai demandé d'expliquer mieux et il a dit qu'il avait vu dans la rubrique Affaires du journal de la ville la vente de mon ancienne maison accompagnée d'un petit article racontant que j'avais décidé de donner une partie de la valeur à un projet social du quartier. Je suis resté sans réaction pendant quelques secondes. La vérité, c'est que quand j'ai vendu la maison, j'avais effectivement fait un don anonyme pour aider à la rénovation de la maison de retraite de la ville, celle-là même où j'avais l'habitude de rendre visite à quelques amis. Ce n'était pas quelque chose que je voulais voir apparaître, mais il semble qu'il l'ait découvert et publié. Henri m'a demandé si j'étais contrarié, mais j'ai dit que non, au contraire. C'était bon de savoir que même après tout cela, d'une certaine manière, mon histoire servait à aider les autres. J'ai pensé que c'était peut-être vraiment le sens de tout cela. On vit, on apprend, on souffre, mais à la fin, ce qui compte, c'est de laisser quelque chose de bon aux autres. Le dimanche matin, tôt, je suis allé à la maison de retraite pour voir de mes propres yeux comment les choses se passaient. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai été accueilli avec un large sourire par la directrice, qui me connaissait déjà d'autres époques. Elle m'a montré les travaux, m'a parlé du nouveau réfectoire, des lits rénovés, des médicaments achetés, et là, en marchant dans les couloirs, en voyant d'autres personnes âgées assises, en train de discuter, de jouer au domino, j'ai senti un poids partir de mes épaules. C'était comme si tout avait finalement trouvé sa juste place. J'ai pensé en moi-même, si un jour je dois finir dans un endroit comme celui-ci, que ce soit ainsi, avec dignité, avec respect, avec une histoire. Sur le chemin du retour, en marchant lentement dans les rues, j'ai senti mon téléphone vibrer dans ma poche. C'était encore mon fils, mais cette fois le message était différent. Il avait juste envoyé une courte phrase, mais qui disait tout. « Papa, merci de m'avoir enseigné sans crier. Je t'aime. » Je me suis arrêté là même sur le trottoir.
regardant l'écran du téléphone, avec ce nœud dans la gorge qu'on ne choisit pas. J'ai rangé le téléphone dans ma poche, ajusté mon béret sur ma tête et continué à marcher parce que parfois les mots les plus simples sont ceux qui restent le plus. Et à ce moment-là, j'ai compris que ma place dans le monde était encore bien ici, debout, marchant la tête haute. Ce lundi matin, le week-end prolongé déjà terminé et la ville retrouvant sa routine habituelle, je me suis assis sur le balcon de mon appartement, regardant le mouvement en bas. Des gens courant ici et là, des klaxons de voitures, des magasins ouvrant, mais pour moi le rythme était différent. Je tenais ma tasse de café chaud, la radio jouant doucement, une vieille chanson, et je pensais à tout ce que j'avais vécu ces dernières semaines. Tant de choses avaient changé, tant de choses s'étaient arrangées. Mais à l'intérieur de ma poitrine, je savais qu'il manquait encore une dernière chose, enregistrer à ma façon tout ce que j'avais appris dans ce voyage. Et c'est pourquoi ce matin-là, j'ai décidé d'écrire une dernière lettre. J'ai pris du papier et un stylo, chose que presque personne n'utilise plus de nos jours, mais qui pour moi a encore de la valeur. J'ai mis mes lunettes sur mon visage, je me suis assis à la table, j'ai respiré profondément, et j'ai commencé à écrire lentement, calmement, comme quelqu'un qui parle à une personne très chère. J'ai écrit sur le jour du voyage, ce long week-end qui a marqué mon histoire d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. J'ai raconté la phrase que mon fils a dite « On a voté. Tu ne viens plus avec nous. La place des vieux, c'est à la maison devant la télé. » J'ai raconté la douleur que j'ai ressentie là, debout au milieu du salon avec ma valise prête. Mais j'ai aussi écrit sur ce qui est venu après, sur l'avocat, l'enveloppe jaune, la surprise à l'aéroport et surtout sur le pardon qui est né de tout cela. J'ai écrit comme si c'était pour quelqu'un qui était encore là de l'autre côté, écoutant attentivement. J'ai parlé de la vente de la maison, du déménagement dans le nouvel appartement, des visites de mon fils et des petits-enfants. J'ai même parlé du don que j'ai fait à la maison de retraite de la ville, non pas pour qu'on me voie comme quelqu'un de bon ou de généreux, mais pour faire comprendre qu'on peut toujours recommencer d'une manière ou d'une autre. À la fin de la lettre, j'ai écrit « Si un jour quelqu'un lit ceci, je veux qu'il sache, ce n'est pas la rancune qui me motive, c'est le respect. Le respect pour mon histoire, pour mes luttes, pour les choses simples que j'ai vécues. Et si vous traversez quelque chose de similaire, si vous avez été laissé de côté, exclu, n'oubliez pas. Votre valeur ne dépend pas de ceux qui vous ont laissé derrière. Votre valeur est dans ce que vous avez construit jusqu'ici. » J'ai plié la lettre, l'ai mise dans une simple enveloppe blanche et l'ai rangée dans le tiroir de l'étagère avec les vieilles photos et mon béret habituel. Ce n'était pas une lettre à remettre, c'était une lettre à moi-même, pour me rappeler qu'après tout, j'étais resté debout. Quelques jours plus tard, mon fils est réapparu à mon appartement. Cette fois, il a amené toute la famille, les petits-enfants, sa femme. Elle a même apporté un poulet rôti. Nous nous sommes tous assis dans le petit salon, qui semblait maintenant grand, juste parce qu'il était à nouveau rempli de gens. Nous avons parlé de choses simples, recettes de gâteaux, équipe de football, école des enfants. Pas de conversation lourde, juste de la légèreté. Après le café, mon fils est venu vers moi, m'a pris à part et a dit « Papa, je voulais te demander quelque chose. Es-tu vraiment heureuse ici? Tu ne veux pas revenir dans l'ancienne maison ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai répondu calmement « Fils, je suis là où j'ai toujours voulu être, dans un endroit où je suis rappelé, pas seulement toléré. Cela me suffit. » Il a hoché la tête, m'a donné une forte accolade, et dans cette étreinte, j'ai senti que la vie s'était vraiment arrangée. Ce n'était plus une question de testament, d'argent, de voyage en famille. C'était une question de présence, de respect, d'amour, de vérité, même si parfois tardive. Quand ils sont partis, je suis resté là sur le balcon, regardant le coucher du soleil, le ciel devenant orange, les premiers réverbères de la place s'allumant. J'ai pris la radio, l'ai mise sur une vieille chanson de route, de celle que j'écoutais quand je transportais encore des marchandises à travers la France, et je suis resté à me souvenir de tout. J'ai pensé à Henri,
aux amis que la vie m'a donnés et repris, à ma femme qui était partie depuis longtemps. J'ai pensé à tous ceux qui peut-être à ce moment précis écoutaient de mon histoire ici sur la chaîne, traversant des situations similaires, ressentant les mêmes douleurs, mais cherchant aussi le même type de paix. Et c'est pourquoi maintenant que je suis arrivé jusqu'ici, je veux vous laisser, à vous qui écoutez, une dernière demande. Si cette histoire a touché votre cœur, si vous avez pensé à quelqu'un de votre famille, si à un moment vous avez aussi senti que vous avez été laissé de côté, commentez ci-dessous, dites-nous d'où vous écoutez, partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, parce que des histoires comme celle-ci ne sont pas seulement les miennes, elles appartiennent à tous ceux qui ont déjà vécu le poids du silence et la force de la réconciliation. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous remercie de m'avoir écouté. Et je voudrais aussi remercier la chaîne Les Conseils de Papy de m'avoir donné l'opportunité de raconter mon histoire. Et pour aider cette chaîne, abonnez-vous ici et partagez cette vidéo. Parce que tous les jours, il y a une nouvelle histoire et qui sait, l'une d'elles pourrait aussi ressembler à la vôtre.